Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Lloyd Cherry, qui a plusieurs casquettes mais que j'ai connu avant tout par le biais de son podcast à lui, C'est plus que de la SF, qui comme son nom l'indique, traite de tout un tas de sujets connectés entre eux par leur appartenance au genre de la science-fiction. Avec Lloyd, on a parlé de ça bien sûr, mais aussi plus largement de son parcours, de son affection pour la SF, des autres projets aussi sur lesquels il travaille ou a travaillé, parce qu'il y en a pas mal, comme par exemple MOOC Dune, MOOC pour Magazine Book, je l'ai appris pendant l'interview. On a également parlé de son arrivée il y a quelques mois au sein du magazine Métal Hurlant, dont il est rédacteur en chef adjoint, et de manière plus éparse aussi, on a parlé de sujets plus de l'ordre de la prospective, et même de politique par moments, notamment évidemment en nous appuyant sur Dune, puisque c'est une œuvre pour laquelle Lloyd comme moi avons beaucoup d'intérêt. Plus largement d'ailleurs, c'était un peu spécial pour moi cette interview, parce que j'aime beaucoup ce que fait Lloyd, on peut dire que, alors qu'on traite de sujets assez différents, il est une des inspirations de la chaîne et du podcast. C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le ton et l'approche, et en plus quelqu'un de très intéressant, et donc sans plus attendre, voici Lloyd Cherry. Donc Lloyd, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Aujourd'hui avec toi on va principalement parler évidemment de science-fiction. Avant de te demander de te présenter un petit peu, j'aurais aimé avoir d'entrée de jeu, et vraiment très brièvement, ta réaction à une citation de Feu Terry Pratchett, qui était un auteur britannique de fantasy, peut-être que tu la connais déjà d'ailleurs, mais donc Terry Pratchett qui disait la chose suivante à propos de la SF, je cite, « La science-fiction, c'est la fantasy avec des boulons ». Qu'est-ce que t'en penses en quelques mots? Est-ce qu'on peut rapprocher les deux genres? Ouais, c'est rigolo. Après, je pense que la science-fiction, c'est avant tout un genre, que ce soit littéraire ou cinématographique, où la science est soit présente, soit jamais bien loin. Mhm. Souvent, moi, je dis que la fantaisie, c'est la magie. Ouais. Il faut des éléments magiques, et c'est comme ça qu'on sait que c'est de la fantaisie. Et pour la science-fiction, il faut des éléments plus ou moins scientifiques. Alors, comme le genre est très très vaste et a une longue histoire, c'est plus obligatoire quand on regarde du space opéra ou du post-apo. Mhm. La science est plus ou moins là, mais est pas si importante que ça. Donc c'est rigolo. Après, parce que la référence, enfin en tout cas, Terry Pratchett évoque les robots. Voilà, Mhm. et le plomb, ça évoque soit les robots, soit les vaisseaux spatiaux, Oui, c'est ça. qui sont, on peut dire, deux grandes figures de la science-fiction. Vu que les robots sont devenus très populaires grâce à Isaac Asimov et à ses lois de la robotique. Mhm. Et les vaisseaux spatiaux, c'est, je pense, l'image, c'est le cliché total de la science-fiction. Quand on pense à la science-fiction, on pense évidemment au space opéra, qui est un peu le western de la SF. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu vite dit, mais effectivement, je pense que la magie peut jouer un rôle similaire à peut-être celui de la science dans certains cas. Ouais. Enfin voilà, c'était vraiment pour commencer détente. Alors ouais, comme je t'ai dit, j'aurais fait une introduction dans laquelle je t'aurais présenté un petit peu, mais c'est vrai que en général, malgré ça, j'aime bien demander à mes invités de voir comment de se présenter eux-mêmes et de voir comment eux ils se présentent. Et du coup, j'aurais bien aimé que tu nous en dises un petit peu plus sur toi, qui tu es, quel est ton parcours. Et puis peut-être aussi pourquoi t'en es venu je pense on peut dire presque cette spécialisation sur la science-fiction. Ok, alors moi c'est Lloyd Cherry, j'ai 34 ans, j'habite en banlieue parisienne. J'ai fait des études de cinéma et audiovisuel, j'ai fait une licence et un master, j'ai fait mon mémoire autour du transmédia et des jeux vidéo. Mhm. J'ai ensuite bifurqué vers un master de journalisme en alternance. J'ai fait mon alternance à Radio France, j'ai été formé à France Inter avec Daniel Morin. Ok. C'était en 2016. Je suis passé par Move, je suis passé par France Bleu Saint-Étienne, où j'ai fait du reportage pendant 2 mois dans la ville de Saint-Étienne que je connaissais pas du tout, et c'était un véritable plaisir. Et puis en parallèle, j'ai commencé à piger, puisqu'en fait c'était un moment où j'étais assez précaire financièrement, j'habitais chez mes parents, et du coup j'ai commencé à écrire assez rapidement en études de journalisme. Donc j'ai commencé au Bondi Blog. C'était le moment où il y avait encore Nordine Nabili, qui est un type incroyable, qui avait créé le Bondi Blog et qui m'avait vraiment donné envie en fait de participer à cette utopie journalistique. Mhm. J'ai ensuite enchaîné avec Le Point. J'avais une très bonne amie, Falène de la Valette, qui a été rédactrice en chef du Point Pop. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé à écrire pour le magazine Le Point, alors plutôt en numérique et puis aussi un petit peu dans le mag. Quelques années plus tard, j'ai dirigé un projet qui était hyper important pour moi, qui était le MOOC Dune. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais en tout Mhm. cas, c'est un ouvrage
C'est 2 ouvrages, puisqu'il y a eu le MOOC Dune, puis Tout sur Dune, qui est devenu un peu l'ouvrage référence autour de Dune. On en a vendu 23 000 exemplaires, ce qui est énorme quand on fait du beau livre. Et en parallèle, j'ai lancé un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Ça existe depuis 3 ans, c'est toutes les semaines. Et donc c'est une interview par semaine avec quelqu'un qui gravite autour de la science-fiction, scénariste, dessinateur, réalisateur, auteur. Il y a eu des personnalités assez connues internationalement qui sont venues sur le podcast. Alejandro Jodorowsky, Liu Cixin, le créateur du Problème à 3 corps. Là récemment, j'ai fait Kim Stanley Robinson. Bref, il y a pas mal de beau monde qui vient sur le podcast. Et ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc je me suis vraiment spécialisé autour de la science-fiction. Récemment, j'ai rejoint le magazine Métal Hurlant, où je suis passé rédacteur en chef adjoint. Donc je m'occupe de la partie rédactionnelle, les interviews, les portraits, les enquêtes. Et là, prépare une bande dessinée de science-fiction, un roman graphique. J'adapte une nouvelle de La Volte, maison d'édition d'Alain Damasio, et cette bande dessinée qui est dessinée par Amaury Bungen devrait sortir en mai 2024. Donc on termine un roman graphique qui mêle dystopie et post-apo, et c'est un one-shot. Donc voilà, je gravite vraiment autour de la science-fiction, je me suis spécialisé sur la science-fiction, et donc j'écris beaucoup autour de ce sujet-là, que ce soit dans le journalisme ou que ce soit maintenant bientôt en fiction, et en parallèle je fais pas mal d'animations, de tables rondes, de conférences, de masterclass autour de l'ASF, mais pas que. J'interviewe beaucoup d'auteurs dans mon métier, donc ça me permet de faire ça aussi pour des libraires, pour la FNAC. Donc voilà, moi je jongle avec plusieurs casquettes et je suis totalement indépendant, je suis freelance en fait, que ce soit pour les différents médias pour lesquels je travaille, je suis toujours pigiste, ce qui me permet entre guillemets de pouvoir me concentrer sur d'autres projets. Voilà un peu la présentation de ce que je fais. Parfait. T'as pas donné alors c'était peut-être voulu, mais t'as pas donné le titre du roman graphique à paraître? Le roman graphique va s'appeler Vertigéo, et donc, de toute façon, je pense que Noé, tu le verras quand ça sortira, mais ce sera un roman graphique en quasiment noir et blanc. Il y aura 120 pages sur 130 qui seront noir et blanc. Le final est en couleur, mais je laisserai les lecteurs découvrir pourquoi. Et le pitch est assez simple. C'est donc dans une tour géante où des ouvriers construisent étage après étage à l'infini des étages. Et à un moment donné, un ouvrier va se rendre compte que tout ça n'est pas la réalité. Voilà, c'est plus ou moins cette idée. Donc ça reprend le concept du mythe de la caverne de Platon. Et donc l'idée était d'arriver à créer un univers solide, qui soit le plus crédible possible, en arrivant en incorporant un peu, en mixant le franco-belge, le comics et aussi un peu le manga. Donc le trait est très franco-belge, hein, mais par contre il y a toute une narration qui se veut dynamique et qui est vraiment inspirée aussi de ce qui se fait ailleurs. Ok, donc Vertigéo, très bien. Très bien, et merci beaucoup, présentation complète. Alors ouais, tu l'as déjà évoqué, mais effectivement la première partie de l'interview, j'aurais aimé qu'on parle d'abord de ton podcast, C'est plus que de la SF, qui est super. Moi je suis un auditeur assez régulier, donc dans C'est plus que de la SF, tu t'évoques des sujets, comme tu l'as dit, avec des invités prestigieux. Il y en a un certain nombre que t'as mentionné. Moi j'aurais aimé savoir deux choses. Peut-être déjà une première chose que t'as pas tout à fait développé là dans ta présentation, c'est pourquoi la science-fiction. Est-ce que d'où te vient ce goût pour la SF? Et puis peut-être aussi nous expliquer un peu la genèse du projet C'est plus que de la SF. Ouais. Et alors moi je suis tombé dans la science-fiction avant tout par le cinéma et la bande dessinée, puisque j'ai découvert Star Wars quand j'étais en classe de CP. Voilà, ce fut un choc. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai vu Star Wars, où j'ai relancé la cassette vidéo. C'était en 97, c'était le moment où Star Wars ressortait avec un son THX entre guillemets. Et du coup, ça a été la première rencontre avec la science-fiction, avec les vaisseaux spatiaux et avec les blasters, où je me suis dit waouh, un champ s'ouvrait à moi. Puis après, j'étais un lecteur quand même très
j'ai appris un peu à lire avec la bande dessinée, donc j'ai commencé à lire beaucoup de BD. Et évidemment, assez rapidement, j'ai découvert différents genres. Il y avait le Scrum Mustache que j'aimais beaucoup, Yoko Tsuno que j'aimais beaucoup, Valérien Laureline. Tout ça, j'ai lu ça enfant, donc ça m'a un peu nourri en tant que lecteur de SF. Et puis il y a eu un autre choc avec Clan-Cal, donc dessiné par Moebius et scénarisé par Alejandro Jodorowsky. C'était une BD hyper importante parce que je découvrais c'était quoi un univers de SF complexe. Mhm. Il y avait aussi la dimension sexuelle de la bande dessinée qui, quand tu as 9-10 ans, du coup, t'ouvres un petit peu des grands yeux, puisqu'il y a toujours une dimension assez sexuelle dans le travail d'Alejandro Jodorowsky. Et la lecture de la science-fiction, vraiment, moi, ça a commencé où où je suis vraiment devenu un gros lecteur, ça a commencé en troisième avec Pierre Bordage. Moi, c'est l'auteur qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir. J'ai lu Les Guerriers du Silence, qui est la première grande trilogie française de science-fiction, qui est un livre qui a été écrit il y a 30 ans. Et moi, ça m'a totalement retourné, j'ai adoré, j'ai lu ça avec passion. J'ai ensuite enchaîné avec tous les bouquins de Pierre, en tout cas une grande partie des livres. Donc Wang, Le Dernier des Hommes, Absalon, Orkéon, enfin j'ai lu à peu près tous les bouquins que Pierre avait publiés. C'était aux éditions de La Talente, et comme ma maman était nantaise, j'allais pendant l'été à La Talente, donc à cette librairie mythique nantaise, et c'est comme ça que j'ai créé vraiment le lien avec cette librairie, et où j'ai commencé à lire massivement de la science-fiction. Mon papa, lui, m'a fait découvrir Philippe Dick, et m'a fait découvrir Dune, qui était voilà, un monument à la maison. Donc je me rappelle avoir lu Dune au collège, je devais être en sixième ou en cinquième. Je trouvais que c'était assez compliqué, mais j'avais été séduit par le film de David Lynch que j'avais découvert, et du coup c'est grâce au film de David Lynch que j'ai vraiment voulu entrer dans Dune. Pour moi, Dune c'était vraiment les couvertures de Wojciech Szumach, les couvertures pocket qui étaient cultissimes, et il y Mhm. avait un truc de mystère quoi. Enfin, en tout cas en tant qu'enfant tu voyais ça et tu te disais waouh, ça a l'air compliqué, ça a l'air pour les grands. Et il y avait une vraie attirance envers ce livre. Donc, on va dire que l'amour pour la SF a commencé comme ça. Puis après, en boulot étudiant, j'ai été bibliothécaire. Donc, du coup, je m'occupais du fonds science-fiction et fantasy. Mhm. Ma mission était d'acheter et de faire acheter ces œuvres-là. Donc, je les lisais beaucoup. Et puis, j'ai totalement arrêté de lire de la SF à partir je pense, en 2010. Donc, j'ai lu massivement de la SF entre 2005 à 2010. Et à partir de 2010, je me mets à lire que des classiques parce que j'étais attiré par les classiques de la littérature française principalement, et je voulais combler des lacunes culturelles. Donc je me suis mis à lire que des classiques, et je retrouve en fait la science-fiction à partir de 2017 grâce au Point. Ma rédactrice en chef qui m'avait fait venir au Point, Falène de la Valette, était une lectrice de cette fameuse bibliothèque. Et donc on partageait, Mhm. quand elle était étudiante, quand moi j'étais étudiant, on partageait notre amour autour de la fantasy et la SF. Et quand elle m'a fait écrire, elle m'a dit un jour, est-ce que ça t'intéresse de reprendre la science-fiction et la fantasy, et donc de faire des critiques dessus. Et bon, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou pas? Puis Mhm. j'avais besoin d'argent, en fait. Voilà, j'avais besoin d'écrire. Je me suis dit, bon, au moins, ça me fera écrire plus d'articles pour Le Point. Et puis, ça a commencé comme ça. Et je me suis spécialisé dans la science-fiction. En fait, je me rappelais qu'en école de journalisme, on nous avait conseillé de se spécialiser. Parce que vous savez qu'on est jeune journaliste, on veut plutôt aller soit vers le sport, soit vers l'international, la politique ou la culture, mais bon, il n'y a pas vraiment de spécialisation, et on nous disait quand même à l'école de se spécialiser. Et en journaliste SF, il n'y avait pas grand monde. Il y avait des gens avant moi, hein, comme Frédéric Roussel à Libération, Hubert Prolongeau à Télérama, Mhm. mais eux, ils faisaient aussi de la littérature générale, donc ils ne faisaient pas que de la SF. Et moi, je me suis vraiment spécialisé dans la science-fiction. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma spécialisation. J'ai été accueilli tout de suite par le fandom, puisque Le Point, en l'espace entre 2017 à 2020, j'ai publié à peu près 300 articles pour Le Point autour des romans de science-fiction ou autour de la culture SF. Donc j'ai été accueilli à bras ouverts par tout ce petit milieu de la SF. Et puis en 2020, c'était le moment où le podcast commençait à percer, où il y avait de plus en plus on parlait de plus en plus de podcasts, c'était à la mode. Slate faisait des podcasts incroyables, il y avait Arte Radio. Et puis moi au début, je voulais pas faire de la presse écrite. Moi au début, je voulais faire de la presse radio. Mhm. Donc moi, c'était ça mon rêve quand j'ai commencé le journalisme, c'était pour faire de la radio, pas de l'écrit. Et puis pour ceux qui connaissent un petit peu Radio France, globalement, tu fais de la pige à Radio France pendant un an.
puis tu vas tenter ce qu'on appelle le planning, donc il y a un concours interne pour rentrer dans Radio France, et après tu vas faire des remplacements, donc c'est comme un compagnonnage, tu vas devenir un espèce de compagnon de Radio France, et tu vas faire des remplacements dans toute la France. Et donc ça, bah, ça peut durer entre 2 à 8 ans pour les plus malchanceux. Donc moi j'étais déjà passé par Radio France, j'avais déjà fait de la France Bleu, j'adorais la radio, mais je trouvais que c'était hyper dur, enfin, je me sentais pas du tout mature pour bah, enfin, bourlinguer à travers les stations pendant plusieurs années sans savoir quand est-ce que j'allais avoir un CDI. Hmm. En plus, j'avais pas le permis, donc j'avais toujours pas le permis. Donc, donc ça faisait vraiment le cliché du Parisien qui se ramenait en province, entre guillemets, sans permis. Donc ça m'a permis de faire des reportages mythiques où des paysans m'ont descendu dans leur camion alors que je devais faire un reportage sur pourquoi il n'y a pas de neige sur la seule station de ski de Saint-Étienne, où heureusement quelqu'un m'avait redescendu, ou faire toute la Haute-Loire et faire 5 heures de transport juste pour faire un reportage. Ça, j'ai fait parce que j'avais pas de voiture, donc c'était des super souvenirs. Mais quand même, je me disais, bon, va falloir voilà, passer sa vie à faire ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé au point, j'ai commencé avec les jeux vidéo. Donc j'ai fait le tour du monde. Grâce l'industrie du jeu invitait les journalistes à aller tester les jeux. Donc j'allais aux États-Unis, j'allais au Japon, je suis allé en Europe. Donc bah, j'ai pas fait le tour de France, mais j'ai fait un petit tour du monde qui était quand même sympathique. Mhm. Mais quand même, bon, je faisais tout ça et la radio me manquait, quoi, parce que c'était vraiment ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'émission spécialisée sur la science-fiction en France. Ça n'existait pas. Il y avait des émissions ponctuelles, ça veut dire que Mauvais Genre ou la méthode scientifique ou la salle 101 parlaient de science-fiction, mais il n'y avait pas vraiment d'émissions pur jus et vraiment science-fiction core, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer à faire ça. Alors tout simplement, bah, j'ai acheté un Zoom, un micro Zoom. Il y avait l'ambition bah, de faire des interviews en direct, donc je me suis lancé. Heureusement, j'ai contacté à ce moment-là ActuSF et son éditeur Jérôme Vincent. Donc Jérôme Vincent avait créé les éditions ActuSF, mais aussi un média qui s'appelait ActuSF. Et pour moi, c'était impossible de ne pas faire ça sans être payé. Parce que bah, j'étais pigiste, donc il fallait que j'en vive. Hmm. Donc on a négocié un tarif avec Jérôme, et puis j'ai commencé à faire une émission par semaine. Donc le Covid est arrivé à ce moment-là. Hmm. Alors au début j'étais tétanisé, quoi, parce que je m'étais dit, j'avais déjà enregistré 2 émissions, c'était avec Alain Damasio et avec Yukito Kishiro, le créateur de Gum. Mhm. Donc c'était mes 2 premiers invités, mais après le reste, le Covid est arrivé, donc il fallait faire par visio, il fallait trouver des solutions. Et moi j'étais un peu en mode ayatollah, quoi. Je voulais absolument pas faire de visio, pas faire d'internet. Ah ouais? Je voulais que des émissions en direct avec Hmm. les gens, parce que c'est mieux, parce que la qualité du son est mieux, parce que le rapport avec l'invité est meilleur aussi. Mais là, je pouvais pas. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu de la presse tout de suite qui a parlé de C'est plus que de la SF. Mhm. Et assez rapidement, eh ben, il y a eu des auditeurs puisque tout le monde était confiné. Donc Hmm. les gens ont commencé en fait à écouter le podcast, et c'est aussi à ce moment-là où j'ai lancé le MOOC Dune. Donc Ok. voilà. Ok, très belle genèse. Bon, je pense que t'as pas de regret à avoir vu ce que tu t'es posé la question, est-ce que je me remets à la SF à un moment donné? Non, Euh, ça fait partie. Bah, je pense que chacun a dans sa vie des décisions, des mhm. bonnes décisions qu'il faut prendre, et ça fait partie des meilleures décisions de ma vie, ouais, tout à fait. Hmm. Et alors, tu me diras peut-être que c'est trop difficile comme question pour un créateur, mais je voulais te demander si tu devais faire un top, je sais pas, un top 5 de tes épisodes préférés de C'est plus que de la SF, tu mettrais lesquels dedans? Moi, j'ai fait un top, moi, je pourrais te le donner si tu veux. Ah bah, trop bien, on va partager. Premier, je pense que bah, c'est la première émission, c'est avec Alain Damasio, parce qu'il faut savoir que le nom C'est plus que de la SF vient d'une critique qu'on avait co-écrite avec ma rédactrice en chef, Falem de la Valette, pour Les Furtifs. Et à un Mhm. moment donné, dans notre papier qui mettait en avant Les Furtifs, on dit que ce roman est plus que de la SF. Cette phrase-là fait un tollé dans le fandom, et donc tout le monde commence à la répéter pour chambrer. Parce qu'en gros, globalement, quand on disait c'est plus que de la SF, ça voulait dire qu'un roman qui faisait un peu littérature générale, un peu littérature dite blanche, Mhm. et bah c'est mieux que de la SF, quoi. Donc Mhm. ça avait fait un peu un tollé cette phrase, et je voyais le gimmick. Je voyais le gimmick, tout le monde l'utilisait pour chambrer, ça a été à la mode pendant un an, et je me suis dit que j'allais prolonger la blague et utiliser ce mot, c'est plus que de la SF. Donc évidemment, le premier épisode était hyper important parce que c'était Alain Damasio.
et que c'était un peu le parrain de ce projet. Alain, je le connais bien, hein, j'ai dû l'interviewer 12 fois, je pense, en tout. Donc, on se connaît très bien, c'est un type que je trouve formidable et sensationnel. Donc, je dirais que dans mon top 1, il y a la première. Évidemment, c'est celle qui m'a lancé. Dans le top 2, je pense que j'ajouterais Liu Cixin, donc l'auteur du Problème à trois corps. Il faut savoir que ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas donné une interview en français et en France en tout cas. La dernière fois, c'était Uzbek Erika, donc qu'il avait fait, c'était Guillaume Ledit qui l'avait interviewé, je crois. Et du coup, j'étais hyper content d'avoir le plus grand auteur de science-fiction actuel dans le podcast. C'est un épisode qui a très bien marché en termes d'audience. Donc, on avait galéré en plus avec Gwenaël Gaffric, le traducteur, pour faire l'interview. Enfin, heureusement que Gwenaël était là. Et ouais, ça, c'est la numéro 2. La numéro 3, c'est mon épisode sur les racines du mal. Je ne connaissais pas Dantec. Et ce livre me faisait de l'œil depuis des années. J'ai lu ce livre, j'ai adoré, et j'ai fait un gros travail de recherche pour que l'émission soit la plus calée possible. J'ai lu plein d'interviews de Dantec, j'ai diffusé des extraits d'interviews, j'ai interviewé son biographe qui était l'invité de l'émission, et je suis hyper fier de cet épisode sur les racines du mal qui pour moi est un des épisodes les plus complets qui m'a et vraiment j'ai pas réussi à décrocher du livre quand j'ai lu le livre, hein. Je me levais à je me couchais à 2-3 heures du mat tellement ça me plaisait, tellement c'était passionnant. Le 4e épisode, je dirais que c'est ma rencontre avec Alejandro Jodorowsky sur l'Incal. Bon voilà, hein, tu rencontres le maître. C'était fou parce qu'en plus c'était donc les Humanos m'avaient commandé 3 épisodes. Donc j'ai fait 2 jours avec Jodo. Donc j'ai eu les 2 aspects de Jodo. J'ai eu le magicien, donc le type qui te regarde avec ses yeux globuleux en frontal. Et là il te fait la magie quoi. Il te regarde, t'es captivé. Et puis j'ai eu le Jodo mauvaise humeur, donc le Jodo un peu badant, qu'on n'entend pas trop dans l'émission d'ailleurs, mais il a fallu faire une synthèse. Et donc j'ai vraiment vu Janus quoi. J'ai vu le mec exceptionnel. Et quand Jodo est mal luné, il est horrible, quoi. Et en même temps, c'est un monsieur de 94 ans, donc c'est normal qu'il y a des jours où il veut pas trop. Et ça a été super, cette rencontre, parce que j'ai pu vraiment voir les 2 faces de ce personnage, que je trouve pour moi, c'est un immense scénariste de bande dessinée, et il a fait beaucoup de bien à la science-fiction. Après, c'est un personnage qui est clivant, c'est quelqu'un de complexe. Mais ouais, la rencontre avec Jodorowsky, c'était top. Et le 5e... Pour le 5, tu vois, là, très naturellement, j'ai pu découler les 4 premiers qui sont sortis tout seuls. Pour le 5e épisode que je trouve le plus intéressant, je dirais, je vais prendre celui qui a peut-être le mieux marché. Je pense que c'est un débat, parce que à un moment donné, le podcast a évolué en débat, où j'invite plusieurs personnes autour de la table pour discuter. Et je pense que l'émission sur Dune, qui est de mes meilleures audiences, Faut-il voir Dune, de Denis Villeneuve, reste une de mes préférées, parce que c'était le premier débat que j'ai fait, parce que c'est Dune et que j'ai percé grâce à Dune, donc forcément, on va dire que maintenant ma carrière est intimement liée avec Denis Villeneuve et avec ce projet. Donc je pense que c'est la 5e émission dans mon top 5 que je mettrai, mais j'ai hâte d'écouter les tiens maintenant. Ouais, on a de l'overlap parce que il y a certains. Alors moi j'ai toujours du mal à faire des tops hyper figés, à te dire vraiment ça c'est top 1, ça c'est top 5, mais en tout cas dans ceux que j'ai vraiment retenus, il y a effectivement la rencontre avec Liu Cixin et aussi d'ailleurs l'épisode avec Gwenaël Gaffric sur le problème à trois corps. Je trouve qu'ils sont excellents. Il y a toutes les tables rondes autour de Dune sont vraiment géniales, donc là-dessus on est effectivement de l'overlap, c'est vraiment des super discussions très intéressantes, puis très profondes, et puis c'est aussi la force de Dune, moi je trouve, c'est que c'est un univers qui est très riche et qui occasionne plein de réflexions passionnantes. Après ça, un que j'ai vraiment trouvé excellent, c'est ton épisode avec Pierre-Jean Dévolvé sur The Host, le film de Bong Joon-ho. Et puis après, moi je mettrais aussi une catégorie un peu peut-être plus, je sais pas, plus surprise. C'est-à-dire que moi il y a quelques épisodes qui traitent d'univers qui sont finalement assez loin de moi aujourd'hui,
mais j'ai trouvé ça génial de redécouvrir ça par le biais de ton podcast. Et je pense par exemple à récemment t'en as fait un avec Thibaut Claudel sur l'univers de Warhammer 40 000. Et ça c'est génial, moi c'est un univers, je jouais à ça quand j'étais au collège, tu vois, c'est très loin de moi aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis dans la même veine, peut-être plus loin de moi encore, il y a quelque temps t'as fait un épisode sur Yu-Gi-Oh! Avec Pierre-William Frégonèse, et ça c'est encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai jamais joué aux jeux de cartes. En gros, ma seule connexion avec ça, c'est que je regardais les dessins animés quand j'étais petit, tu vois. Enfin, je regardais l'animé Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit. Et j'ai trouvé ça génial de découvrir ça, de découvrir ce qu'il y avait autour de ce jeu de cartes. Enfin voilà, je trouve que tu vois, c'est ce genre d'épisodes-là qui sont plus dans une catégorie un peu surprise pour moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément des titres aussi énormes qu'un Dune dans la SF, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fou de découvrir ça sous cet angle de quelqu'un qui est vraiment expert du sujet, quoi. Ouais, en fait, si tu veux, le podcast, il y a une envie de surprendre des gens avec des intervenants de qualité. Et du coup, il y a, bon, bah après, moi, c'est la formation Radio France qui est d'aller vers une forme d'élitisme, entre guillemets, une forme de qualité vraiment maximale. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir de bons intervenants et intervenantes, vraiment des gens qui sont là parce qu'ils doivent être là, parce qu'ils sont spécialistes ou parce qu'ils connaissent, et de surprendre un petit peu les auditeurs et auditrices avec des sujets très très différents. Et c'est vrai que moi, ça m'amuse, tu vois, d'un peu varier les plaisirs. Là, récemment, j'ai fait une émission avec Emar Azezia, qui est le monsieur qui s'occupe du transmédia d'Assassin's Creed d'Ubisoft. Ah oui. Bah, typiquement, on a une émission un peu bâtarde, un peu bizarre, entre guillemets, où on revient sur une stratégie vidéoludique d'un gros groupe français, et c'est une discussion assez poussée, je trouve, sur la stratégie transmédia d'un groupe. Voilà, typiquement, moi j'aime bien de temps en temps surprendre les auditeurs, parce que bah, c'est pour éviter de rentrer dans quelque chose d'un peu ronronnant. Et puis, parce que, bah, en fait, maintenant, il y a plus de 180 épisodes, on arrive à 200 épisodes, donc on a deux types d'auditeurs. Il y a ceux qui écoutent tout, donc il y en a, hein, qui écoutent vraiment tout, et il y a ceux qui vont, et qui sont plutôt majoritaires, qui vont sélectionner en fonction des sujets. Donc moi, ça m'oblige à jongler. Ça veut dire qu'il faut que je trouve des sujets très mainstream, qui vont vraiment, ou dans l'actu, qui vont intéresser les auditeurs pour faire pas mal d'audience, et puis des sujets qui sont plus niches, pour montrer ma différence et aussi aller chercher d'autres types d'auditeurs. Moi, ce que je vois, c'est chaque mois, je gagne en auditeurs des gens qui me connaissaient pas du tout et qui découvrent par le biais d'une thématique ou d'un podcast. Et après, ils se disent, ah ouais, c'est pas mal. Et puis, ils vont commencer à écouter les épisodes et à voir qu'est-ce qui leur plaît. Donc, c'est une vraie stratégie éditoriale. Après, bon, moi, je suis tout seul, hein, à part mon web designer, ma community manager et mon graphiste. Toutes les émissions que tu entends, c'est moi tout seul qui les fais, qui les monte. Peut-être là, je vais faire appel à quelqu'un pour les mixer, mais sinon, ouais, c'est vraiment c'est do it yourself de A à Z. Et là, je vais peut-être prendre cette année un stagiaire pour la première fois qui va m'aider sur plusieurs mois sur la préparation des émissions, comme à Radio France. Mais sinon, pour l'instant, ouais, moi, c'est vraiment moi de A à Z qui fait tout. Donc, bon, tôt ou tard, il faut déléguer. Parce que bah, j'ai plein d'activités en parallèle, donc ça devient fatigant. Et en même temps, j'essaie vraiment de sentir bah, les coups. Tu vois, quand je fais une émission, quand ActuSF annonce son départ, bah, tout de suite, je propose de faire une émission. Déjà parce que je sais que ça va être écouté, évidemment, mais déjà, c'est pour renvoyer la balle à Jérôme Vincent qui m'avait aidé à me lancer, puisqu'en fait, il y a 2 ans, le podcast est devenu indépendant sans ActuSF, où maintenant, je suis totalement autonome. Donc, je voulais on va dire, bah, donner ma reconnaissance à Jérôme en faisant ce podcast-là, tout en sachant qu'on est dans l'actu, que voilà, c'est un peu un choc dans la communauté qu'ActuSF s'arrête. Et du coup, bah, on part dessus et le podcast est hyper écouté. Enfin, les audiences, elles sont énormes. Et je suis même cité par des gens qui ne m'apprécient pas, vraiment pas, fandom, mais qui citent la qualité du podcast. Donc ça montre bien que voilà, c'est un podcast qui a été important. Donc ouais, il faut arriver à surprendre les gens. Oui, mais c'est assez réussi. Moi, je fais plus partie de cette catégorie d'audience que tu décrivais qui va sélectionner. Mais justement, je me laisse surprendre avec plaisir. Donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Alors, du coup, ouais, on l'a déjà pas mal... on a effleuré pas mal le sujet, mais j'aurais aimé qu'on se penche maintenant un petit peu plus sur
sur Dune parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, déjà c'est une œuvre de science-fiction majeure et qui, comme tu le disais, va rester un thème a priori récurrent pour ton podcast. Mais au-delà de ça, tu es aussi, comme on l'a dit un peu plus tôt, je sais pas comment on pourrait dire, l'architecte du MOOC Dune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet, parce que c'est un terme qui est en plus un peu surprenant. Un MOOC pour moi c'était une espèce de conférence cours, et donc ça m'a surpris de découvrir ça, et en fait je sais pas comment tu le décrirais d'ailleurs le MOOC Dune. Alors, le MOOC Dune, c'est un magazine book. Alors, je vais vous raconter je vais vous raconter un petit peu la synthèse. Donc, tout commence au point pop. On me commande un premier article. C'était pour un hors-série spécial science-fiction qui sortait en 2018, ouais, 2018. Et donc moi je suis toujours pigiste, je fais que du web, je fais pas encore de papier parce que je suis pas encore assez bon. Donc bon bah voilà. Et puis on m'appelle en urgence parce que un journaliste de la rédaction a torché le papier sur Dune. Donc on fait un hors-série spécial science-fiction où on analyse plusieurs chefs-d'œuvre de la SF. Et donc un journaliste de la rédaction fait un papier nullissime sur Dune. Et la red chef adjointe du Point Pop, Mathilde Cesbron, me dit bon bah Lloyd, il faut sauver le papier quoi. Et t'as 48 heures. Bon, moi Dune à ce moment-là, j'ai pas lu Dune depuis le collège. Tu vois, donc voilà, je me challenge, j'appelle David Meulmans, Laurent Genefort, Anudar de la communauté du forum Dune Arrakis, et j'écris le papier de ma vie. Je passe les 2 jours sur mon bureau et dans mon lit, puisque j'écris beaucoup dans mon lit, à écrire ce papier, quoi. Donc c'est un papier qui fait 12 000 signes. Donc pour moi, c'est beaucoup, et puis chaque mot compte, quoi. C'est-à-dire que t'es bloqué par la pagination, chaque mot compte. Bon, j'écris ce papier, je réécris 90% du papier. Je suis hyper content. Et j'apprends à ce moment-là qu'il va y avoir un film de Denis Villeneuve qui va sortir dans 2 ans, en faisant le papier. Et puis le papier sort, et là, patatras, j'ouvre le fameux hors-série, et mon nom n'apparaît pas. Et donc, c'est le nom du journaliste qui apparaît. Aïe. Et en fait, par lâcheté, mes chefs refusent de mettre nos 2 noms qui sont alignés ensemble. Donc, il y a une très, 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 très grande frustration. Alors, j'étais payé comme un 4 pages, hein, quand même, mais je suis dégoûté, quoi. Et je me dis, c'est là où j'ai l'idée, et je me dis, bon, ben moi, je vais faire mon hors-série sur Dune. À l'époque, le Point Pop fait des hors-séries. Donc j'avais déjà vu comment fonctionnaient des hors-séries, mais là je me dis, c'est mon hors-série sur Dune, je vais le faire, et j'adorais la revue 21, j'adorais la revue America, et c'était des MOOC, donc des magazines book, donc un format un peu bâtard qui mêle beau magazine et un peu beau livre, quoi, un peu les deux. Et donc là, je me lance dans ce projet qui est de faire un magazine book sur Dune. Je vais voir la Talente, je leur dis on le fait ensemble, ils sont plutôt intéressés. Mais comme c'est un gros projet, on ne sait pas trop, je propose à ce qu'il y ait un co-éditeur qui vienne, qui est les éditions Léa, donc Jean-Philippe Mochi, et on se lance dans l'aventure. Mais jamais j'aurais cru que ça allait être ça. C'est-à-dire que naïvement, je me dis que le MOOC va coûter, je sais pas, allez, 50 000 euros, 60 000 euros. Ça va en coûter le triple, presque le triple. Je fais un crowdfunding, je finance ce projet. On demande 10 000 euros à la communauté, on en récolte 110 000. Oh. Et donc, l'aventure commence, quoi. Donc, en fait, pendant le Covid, moi, je me rappelle, j'avais fait mon chemin de fer en janvier. On est confiné en mars. Et là, on fait une réunion, tous ensemble, on se dit, on le fait ou on le fait pas. Et Mireille Rival, on la Talente, dit, allez, on le fait. Et donc là, c'est parti, le crowdfunding se lance en mai. Moi, j'ai lancé tous les pigistes en mars. Et en fait, le bouquin sort en novembre, quoi. Avec rendu des papiers début 1er septembre. Donc, en l'espace de, 6 mois, on fait ça. On fait le bouquin qui deviendra la référence en France sur Dune. Mais c'est un projet qui est totalement fou. Enfin, c'est-à-dire que, bon, moi, je sélectionne des gens qui sont fans de Dune, je sélectionne des gens que je connais, des auteurs, des journalistes, des universitaires. Je vais chercher des illustrateurs. Moi, j'avais jamais fait ça. Voilà, donc je deviens red chef et aussi directeur d'ouvrage, et puis aussi porteur du projet. Et au fur et à mesure, je commence à devenir le projet, à devenir la vitrine de ce projet. Et en fait,
tout ça est né d'une frustration de ne pas avoir eu mon nom sur un article. Et de mon premier article dans la presse écrite. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et à partir de là, bah, j'ai fait ce projet qui est mon bébé. Et bon, je suis hyper reconnaissant parce que je suis passé par plein de phases. On a flippé, hein, parce que il y a eu, il y a eu plein de trucs. Denis Villeneuve nous envoie parce qu'on a eu une interview exclusive de Denis Villeneuve. On était les premiers au monde à avoir cette interview. Denis Villeneuve nous la donne le jour où on envoie l'impression. Donc on arrive à caler au dernier moment cette interview. Quand le bouquin part à l'impression, 2 semaines après, la Warner nous dit le film est repoussé à dans 9 mois. Donc là, on a imprimé. Nous, on imprime parce qu'on sait que le film va sortir en décembre à ce moment-là. Donc on fait un gros tirage. Le bouquin sort en novembre. On sait que le film sort en décembre. On fait un tirage à 15 000 ex et on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Heureusement, c'est un carton. On vend 12 000 ex en 2 mois. Donc bon bah les 2 tiers du stock sont partis. Et en fait, je me dis bah on va attendre. On va sortir une version collector pour le film. Et donc en septembre, on sort tout sur Dune avec 50 pages de plus. Donc vraiment, le premier bouquin faisait 250 pages. On le sort plus en MOOC, mais en format beau livre. Il fait 300 pages. Et puis bah là, on en vend 8000 de plus en l'espace de 3 mois. Donc avec la promo que j'avais pas eue, parce qu'il y avait le deuxième confinement à ce moment-là, la promo que j'avais pas eue en novembre, ou très peu, le Dune Tour, je le fais 9 mois après, enfin c'est ouais à peu près en novembre, en septembre d'après quoi. Donc ça a été un projet totalement fou et qui a marché parce que c'était hyper ambitieux, parce que on a pris des risques, parce que les lecteurs ils sont pas idiots. Un projet où on investit, le lecteur il sent tout de suite la différence. Et puis bah, c'est un projet fait avec les tripes et que personne ne faisait. Enfin tu vois, moi on a eu l'ensemble de la presse avec nous. La télé, France 2 est venue à la maison m'interviewer pour parler d'une. Enfin, voilà, ça a été mais totalement délirant et c'est comme ça que moi je perce aussi dans le journalisme. Je deviens voilà Monsieur Dune et c'est là où je rencontre après plus tard Métal Hurlant et quand il voit le projet que j'ai fait sur Dune, il me demande après de passer rédacteur en chef adjoint. Mais ouais, Dune, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dune, c'est une œuvre mythique de science-fiction écrite en 1965 par Frank Herbert. C'est un de ses premiers romans. C'est une œuvre extrêmement ambitieuse qui va mêler science-fiction, planète opéra, space opéra, anticipation écologique avec une dimension écolo très très forte. Un des premiers romans où il y a des femmes qui sont des personnages importants. Un premier univers de SF qui met en avant le monde arabe. Il y a beaucoup de mots arabes dans Dune. Et en fait, c'est un roman extrêmement complexe, très ambitieux, qui reprend le chemin du héros théorisé par Joseph Campbell, donc le grand théoricien des mythes. Et on va suivre un jeune nobliau voir sa maison échouer et qui va devenir le maître de la planète Arrakis. Et en fait, c'est une œuvre géniale. Donc ça a été un grand plaisir de pouvoir analyser l'aspect littéraire des 2 premiers romans, Dune et Le Messie de Dune, qui sont 2 romans très importants. Et puis de parler de Frank Herbert, et puis après de parler de toutes les adaptations cinématographiques, puisque ce roman, enfin en tout cas ce beau livre, est divisé en 5 parties. Il y a Frank Herbert, une vie, donc on revient sur Frank Herbert, qui est Frank Herbert, l'auteur, une partie sur l'univers de Dune, une partie sur les personnages de Dune, où on analyse d'un point de vue littéraire tous les grands personnages de la saga Dune. On revient après sur les adaptations cinématographiques qui ont été nombreuses. Il y a eu du jeu vidéo, des jeux de rôle, des films, des tentatives de films, des BD. Et on termine après avec une partie réflexion où on invite universitaires, philosophes à un peu théoriser l'univers de Dune. Donc ouais, c'est un peu un espèce de bouquin total autour de Dune. Et c'est pour ça qu'il a aussi bien marché, alors qu'il y avait d'autres livres qui sortaient autour de Dune à ce moment-là. Ok, bah ouais, très 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 beau. Je savais pas tout l'historique. Effectivement, c'est assez fou. C'est assez fou et assez génial. T'as évoqué tout à l'heure un petit peu Lynch, là t'as évoqué un petit peu plus Villeneuve et j'aurais aimé avoir un petit peu plus, même si en vrai c'est des sujets qui sont évidemment
largement évoqué dans C'est plus que de la SF, et j'encourage les auditeurs et auditrices à se pencher sur toutes ces tables rondes dont on a parlé. Mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus ton ressenti, peut-être justement avec aussi un décalage temporel sur l'adaptation, enfin disons la première partie de l'adaptation villeneuvienne. Comment tu le vois aujourd'hui? Est-ce que ton avis, moi je l'ai revu récemment, est-ce que ton avis a changé dessus? Est-ce que, je sais pas, ouais, qu'est-ce que tu penses de cette première partie, et à quel point est-ce que tu attends la suite? Alors, donc moi j'ai vu le film 3 fois au cinéma, et j'ai vu après une fois le film chez moi en 4K. Moi, quand j'ai vu ce film, je vais être hyper honnête, hein, il y avait un énorme soulagement parce que j'avais compris que j'allais vendre des livres, tellement c'est bien. Il y a toujours il y a toujours quand même le trip business qui est jamais loin. Et quand j'ai vu l'adaptation, je me suis dit, c'est génial et ça va donner envie aux gens de découvrir Dune. Hmm. Donc moi, j'aime beaucoup l'adaptation de Villeneuve. J'entends totalement les critiques qu'on peut lui faire, comme quoi c'est froid au visuel. Mais moi, je trouve que c'est une adaptation extrêmement fidèle, avec des acteurs et un casting sensationnel, un véritable univers, un travail sur le son qui est top. Pour moi, après avoir mangé 10 ans de Marvel, quand tu vois Denis Villeneuve faire Dune, moi, c'est un soulagement, quoi. C'est de me dire, comme après, j'adorais le cinéma de Villeneuve avant, Hmm. et j'ai un peu le même sentiment avec Christopher Nolan. Ça veut dire que c'est des réalisateurs où je me dis, heureusement qu'ils sont là pour apporter autre chose dans le blockbuster actuel, quoi. Donc, Dune, moi, j'aime beaucoup ce film. J'ai été convaincu par plein de choses. Je trouve que c'est un film qui va, qui va quand même assez loin. Évidemment, j'espère qu'il y aura une version Director's Cut avec 2 heures de montage en plus, parce que je sais que tout n'a pas été montré. Hmm. Mais je pense que c'est vraiment un grand film de science-fiction. J'ai très très hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir les parties pris de Denis Villeneuve. Et j'espère qu'il y aura un troisième film pour le Messie de Dune, si la suite fonctionne. Mais non, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux d'un point de vue science-fictif. Et puis après, moi je suis pas objectif sur le film de Villeneuve, hein, je le dis parce que je fais mon projet aussi grâce à lui, quoi. Donc il y a pas d'objectivité, mais par contre il y a un vrai plaisir de cinéma et de cinéphile en voyant ce film, et je prends plaisir à le regarder. Enfin, je pense que je pourrais le voir 5 ou 6 fois, il y aurait pas ce problème-là. Mais après, c'est parce que aussi j'ai aussi vécu tout ça avec Dune. Hmm. Euh, J'aime beaucoup le film de Lynch parce qu'il faut en parler. Je pense que le film de Lynch est un grand film raté. Moi, c'est par ce film-là que j'ai commencé à m'intéresser à Dune, vraiment, et qui m'a donné envie de le lire. Donc, j'aime beaucoup, moi, ce film. Évidemment, la dernière partie du film est totalement aux fraises parce qu'il résume 400 pages en 30 minutes, mais il y a des choses exceptionnelles. Il y a une musique incroyable de Toto, il y a une ambiance de dingue, les costumes sont. Enfin, moi je pense que Denis Villeneuve, et avec tout l'amour que j'ai pour son travail, fait pas mieux que les costumes de David Lynch dans le film, à part pour les Harkonnen, mais je trouve que tout ce qui est lié aux Atreides et aux armures des Fremen avec, avec le distill, Mhm. pour moi, l'adaptation rococo de Lynch est supérieure Ah ouais. euh, à d'un point de vue visuel, à ce niveau-là, sur certains aspects. Après, pour moi, c'est un grand film raté. Alors que Denis Villeneuve, c'est un grand film tout court, pas raté du Hmm. tout. Mais j'ai un amour pour le film de Lynch qui est réel, hein. Vraiment, je trouve que ce film a un charme fou. Et j'ai hâte de voir aussi ce qui va sortir avec la série, puisqu'il va y avoir une série que Denis Villeneuve, je crois, a produit sur HBO, sur le Bene Gesserit. Mhm. Donc j'ai hâte aussi de voir cette proposition. Mais bon, après, le plus grand film de Dune de tous les temps, c'est le film de Jodorowsky, puisqu'il n'existe pas, puisque le film de Dune de Jodo, qui a été montré dans Jodorowsky Dune, un magnifique documentaire de Frank Pavich, montre bien que le côté malin et de Jodo, c'est que c'est comme le Bene Gesserit, quoi. Il te met dans la tête une légende, et pour lui, sa légende, c'est que son film aurait été le plus grand film de SF de Hmm. tous les temps. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. D'ailleurs, à ce sujet, je sais pas, mais comme tu évoquais Nantes un peu plus tôt, je sais pas si tu l'avais vu, mais il y a quelques années, il y avait une expo au lieu unique de Nantes sur Giger. Et dans cette expo, il y avait, c'était assez incroyable, des décors qui avaient été faits par Giger pour ce projet de Dune avec Jodo. C'était du mobilier Harkonnen en fait. Et c'était incroyable. Ouais, tout à fait. Ouais, Giger a fait la planète Harkonnen et le palais d'Harkonnen, d'après mes souvenirs. Hmm.
Et ouais, Giger, bah, c'est un monstre, hein. Enfin, c'est le créateur d'Alien, donc Mm, mm. on peut faire le lien dans le sens que c'est un monstre. C'est le Oui. créateur du monstre Alien. Et c'est vrai que Jodorowsky a réuni des guerriers spirituels pour Dune et a réuni des brutes. Voilà, Moebius, euh, Guy Fawkes, qui est aussi un illustrateur, Giger. Voilà, enfin, il y avait beaucoup de monde qui était hyper talentueux. Il y a un casting d'acteurs qui avait dit oui, en passant par Dali, Mick Jagger. Enfin bref, ça aurait été délirant. On a fait une petite nouvelle très drôle dans le MOOC Dune et dans Tout sur Dune, qui imagine que le film de Jodorowsky serait sorti, et on dit que ça aurait été un gros bide. Mais la nouvelle est très marrante. La nouvelle est vraiment rigolote. Et c'est vrai que c'était sympa de pouvoir aussi varier dans ce MOOC Dune et dans ce projet ou Tout sur Dune maintenant, puisque le MOOC Dune est épuisé et maintenant la version qu'il faut se procurer, c'est Tout sur Dune. C'était marrant dans Tout sur Dune de varier les plaisirs et d'imaginer des choses totalement délirantes autour de Dune, quoi. Hmm. Très bien. Alors pour continuer sur Dune, mais peut-être sur une note un peu plus prospective, parce que c'est quelque chose que je fais un petit peu dans le podcast et que j'aime bien faire. Euh, Disons que l'univers de Dune fait un constat finalement assez, je sais pas si on peut dire pessimiste ou cynique, mais en tout cas peut-être un peu désabusé sur certains aspects de la nature humaine et sur l'avenir. Et du coup, je cite souvent cette phrase quand je fais des épisodes un peu avec des invités où je parle un peu de prospective. Je cite souvent cette phrase tirée de Dune pour laquelle j'aimerais bien connaître, enfin j'aimerais bien avoir ta réaction. Je te lis ça. Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est totalement vrai. En fait, donc je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant dans Dune, c'est que c'est un monde sans progrès. Et du coup, globalement, donc Dune se passe 10 000 ans et plus. Donc ça se passe loin dans notre humanité. Euh, L'humanité, bah, il y a plus d'État, il y a plus de démocratie. Les planètes appartiennent à des maisons féodales. Donc on est dans un espèce de monde post-féodal où il y a un empereur de la galaxie. Il y a des grandes maisons nobles qui s'affrontent pour des ressources. Et du coup, il y a toute une Frank Herbert, et notamment, a écrit un texte hyper intéressant qu'on a publié dans Tout sur Dune, qui est la jeunesse de Dune, où Frank Herbert veut alerter vis-à-vis des leaders charismatiques qui, à cause d'eux, peuvent permettre des millions, voire des milliards de morts, dans le cas de Dune. Et il veut vraiment alerter face à ces leaders charismatiques qui ont détruit une partie du XXe siècle, puisque le XXe siècle, avec la Deuxième Guerre mondiale, est marqué par des grands leaders qui vont se faire la guerre et qui vont entraîner le monde dans l'affrontement. Et donc, Frank Herbert veut absolument avertir les lecteurs de ne pas suivre un John Kennedy ou une personnalité charismatique. En parallèle, c'est un monde où la technologie a été, on va dire, plus ou moins abolie, puisque finalement, les ordinateurs ont été interdits suite au djihad butlérien. Mhm. Donc, dans le monde de Dune, il y a une guerre entre l'homme et la machine. Et finalement, l'homme a dû évoluer sans machine et va utiliser l'épice pour pouvoir voyager à travers les étoiles et voir la préscience, voir aussi une partie de l'avenir. Mhm. Donc Dune est un monde quand même très figé. Et l'arrivée de Paul Atreides et qui va devenir le messie de Dune ensuite, va bousculer ce monde très figé qui ne veut pas évoluer, puisqu'en fait, on voit que Paul va se battre pour essayer de le faire évoluer et va créer un autre système politique euh, qui sera tout aussi totalitaire que les autres. Donc je suis assez d'accord sur cette vision, cette phrase de Dune sur le fait qu'on le progrès permet de nous rassurer vis-à-vis de notre propre, je pense, mort aussi et notre propre avenir, sachant qu'on est quand même dans un monde où, bah, autour de vous, je sais pas, mais moi je reste très optimiste. Donc je pense que l'humanité sera toujours là dans 400 ans, 500 ans, voilà. Mais voire plusieurs milliers d'années, j'espère. Mais c'est mon optimisme qui parle. Mais si vous écoutez des gens autour de vous, beaucoup de gens sont paniqués vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis de tout ça, quoi. Et en fait, on a un peu l'impression de voir deux tendances s'affronter, et notamment un peu le côté on va dire, bah, cette vision du monde transhumanisme où le progrès va nous sauver. Il y a Mhm. tout un fantasme de la science. Enfin, après, c'est très très lié aussi à la SF, hein, ce truc de la science va nous sauver. Mais la science peut nous sauver ou peut peut-être en sauver certains. Mais est-ce que la science pourra tous nous sauver? Ça, c'est une vraie question. Et un film comme Don't Look Up,
montre bien que la science peut en sauver certains, les plus riches souvent. Donc ouais, Dune interroge beaucoup sur là où le livre est vraiment en avant sur son temps, c'est sur ce qu'il dit de cette planète Arrakis et comment ces Fremen qui habitent dans cette planète arrivent à vivre dans un monde aux conditions extrêmes. Euh, et en fait, il y a les Fremen, il y a toute une philosophie de la vie qui est de récolter chaque goutte d'eau, chaque goutte de sueur est fondamentale, est importante. Donc c'est extrêmement intéressant ce que dit Dune. C'est un livre très complexe, hein, il y a plusieurs degrés de lecture, et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui est très apprécié. Il faut savoir que c'est un des livres les plus vendus de science-fiction en France, hein. Dune, c'est plus de 2 millions et demi de livres vendus euh, en 50 ans à peu près. Et donc du coup, c'est des scores qu'on retrouve avec, par exemple, Barjavel, avec La Nuit du Temps ou Ravage, qui se sont aussi beaucoup vendus. Donc dans Dune, il y a un monument et il y avait un côté un peu crypto-geek dans Dune, où ce n'est pas un livre si facile d'accès. Ça veut dire que le premier Dune est très facile d'accès, ainsi que le Messie de Dune, qui est un peu la conclusion de cet arc. Et quand on commence à aller dans les enfants, l'Empereur Dieu et compagnie, là, on est vraiment dans de la philo, quoi. Donc on ouvre dans quelque chose qui n'est plus du tout mainstream. Ouais, non, je suis assez d'accord. Puis c'est assez. Il y a même des aspects très poétiques aussi. Justement, tu parlais d'Arrakis, et moi j'ai vraiment ce moment dans le récit qui m'a marqué. C'est un dîner diplomatique sur Arrakis Ouais. après l'arrivée Et des du Preto, Atreides, et Paul explique à une native d'Arrakis ce, ce que ça fait. Enfin, en fait, il parle de quelqu'un qui est mort noyé. Et elle, étant native d'Arrakis, elle trouve ça incroyable parce qu'il y a tellement, c'est tellement désertique, il y a tellement pas d'eau qu'elle trouve ça incroyable qu'on puisse mourir dans de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que cette image m'a vraiment, enfin je sais pas, ça m'a vraiment marqué. J'ai trouvé ça très très poétique, tu vois, ce renversement du truc de, en fait, pour elle, ce serait presque comme mourir enseveli dans de l'or. Ou, enfin, tu vois, c'est tellement une richesse inestimable l'eau que, ouais. Enfin, voilà, je trouve qu'il y avait un côté très très poétique et ça m'y a fait penser ce que tu disais. Ouais, Dune. En plus, le roman est très bien traduit. Le roman est traduit par Michel Demuth, qui a fait les trois premiers romans et après qui a arrêté tellement il était épuisé par la traduction de Dune. On a retrouvé dans Tout sur Dune une interview inédite de Michel Demuth qui racontait comment il avait traduit Dune. Et bon, ouais, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, hein, même pour les gens qui ont travaillé autour de Dune à quel point ça avait été compliqué. Mais oui, oui, comme tu dis, il y a des séquences, il y a des séquences très très beaux, enfin de très belles séquences dans Dune, des choses très poétiques qui se mêlent avec des choses épiques. On est en plus dans un roman qui est une espèce de pièce de théâtre en fait, puisque Mm. Herbert décrit très peu les batailles, hein. Il se passe plein de choses dans Dune, mais en fait, on est plus dans des pièces avec des 3, 4 personnages qui se parlent. Tout est raconté à ces personnages. Il y a un côté très théâtral. Donc on est dans quelque chose qui est très shakespearien Mm. dans Dune. Donc ça aussi c'est assez fascinant. Ça veut dire que c'est un roman qui laisse une très grande place à l'imagination. Mm. Et il y a de vrais fanatiques de Dune. Enfin ce livre-là, enfin bon, parce que moi j'aimais bien Dune, mais j'étais pas non plus un fan hardcore de Dune. Mhm. C'est ça qui est aussi rigolo dans cette aventure, c'est que évidemment maintenant j'adore Dune, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de recul vis-à-vis de Dune, qui m'a permis d'être le plus, on va dire, froid possible pour traiter d'un point de vue pragmatique cette œuvre-là. Ce qui a permis en fait, je pense, d'avoir du recul nécessaire et de pas être un immense fan. Peut-être ça m'aurait empêché, ou peut-être j'aurais été trop dans d'autres biais, où j'aurais moins ouvert le côté 360 degrés de Dune. Euh, donc c'est ça qui est aussi intéressant parce que moi je rencontre des gens qui ont lu ce bouquin, enfin qui ont lu l'ouvrage que j'ai dirigé, voilà, qui sont comme des fous quoi, parce que ils ont lu, relu. Ça a été hyper important pour eux qu'on puisse enfin traiter de leur saga préférée dans quelque chose de sérieux et avec une volonté intellectuelle aussi. Enfin voilà, en étant modeste, hein, Mhm. mais quand même, la personne qui achète ce livre de 32 pages, il va prolonger intellectuellement son œuvre ou sa saga préférée. Mhm. Très bien. Très bien, très bien. Bah, on a beaucoup parlé de Dune et ça me va très bien parce que c'est vraiment une œuvre majeure. Mais du coup, ouais, comme on l'a aussi évoqué plus tôt et c'était une thématique sur laquelle je voulais qu'on se lance un peu, j'aurais aimé te questionner un peu sur Métal Hurlant maintenant pour aborder un petit peu la fin
de cette entrevue. Métal Hurlant, donc c'est une bande dessinée, c'est presque une institution, enfin c'est un magazine de bande dessinée, c'est presque institutionnalisé, mais en fait, moi je fais partie de ces gens qui se sont avec l'âge éloignés de la BD, pas par choix, mais en fait souvent par manque de temps. Et qui pourtant en plus sont fans de science-fiction, et donc j'aurais aimé peut-être que, si tu veux bien, pour les gens comme moi, tu présentes un petit peu ce qu'est Métal Hurlant, parce que, bah, comme tu l'as dit plus tôt, depuis quelques mois, tu es maintenant rédac-chef adjoint de Métal Hurlant. Alors, Métal Hurlant est un magazine culte qui a été créé par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Moebius, et Bertrand Farkas, je crois, ou Bernard Farkas, mais qui est après parti de Métal. En tout cas, on va dire que le trio qui a créé Métal, c'est Druyet, donc immense auteur de bande dessinée, Philippe Druyet, donc Moebius, alias Jean Giraud, dessinateur de L'Incal et dessinateur de Blueberry, considéré comme le plus grand auteur de BD français, et donc Jean-Pierre Dionnet qui est toujours vivant, tout comme Druyet, Jean-Pierre Dionnet qui était le rédacteur en chef de Métal Hurlant. Le magazine va exister de décembre 1974 à 1987, et le principe, ce sera un magazine mensuel qui va traiter de la science-fiction. Donc il y aura des bandes dessinées, il y aura des récits courts de SF dans Métal Hurlant. Globalement, c'est ça le principe. Il y aura aussi des articles, mais à la base, la base du numéro, c'est de raconter des courtes histoires de science-fiction. Et il va y avoir tous les plus grands dessinateurs de cette génération qui vont vouloir être dans Métal Hurlant parce qu'on n'avait jamais vu ça. À la base, dans la BD franco-belge, ou en tout cas aux origines de la BD franco-belge, on a des revues. Pilote, Tintin, puis après, enfin il y a plein d'autres choses, hein, Torgal, enfin enfin plutôt, c'est plutôt ouais, Pilote et Tintin. Il y en a aussi d'autres qui vont me revenir, mais en tout cas, la BD se faisait, il y avait Spirou aussi évidemment. La BD se faisait comme ça veut dire qu'il y avait des auteurs de bande dessinée qui publiaient des histoires, qui les prépubliaient, comme au Japon, et après les albums sortaient en format physique. Mais on était dans des BD assez traditionnels post-Astérix, quoi. Donc finalement des BD jeunesse pour un public jeunesse, et arrive Métal Hurlant qui va proposer des BD adultes dans des univers de science-fiction ou aussi de fantasy, voire de polar. Il y a des BD assez trash, il y a des BD incroyables, et ça va être une révolution pour les gens. Il y a toute une génération de jeunes artistes qui vont vouloir être dans Métal. Absolument. Donc, mais des gens qui ont après explosé. Moebius, Druyet, j'en ai parlé. Il y a Skeuten, il y a aussi Bilal qui a été dans Métal Hurlant, Mm. Tardy. Il y a eu des gens qui ont après marqué, qui ont révolutionné la bande dessinée. Mais pour eux, c'était un tel espace de liberté, Métal, qu'ils y sont allés. Donc ça, c'était vraiment la première version de Métal Hurlant. Il y a une espèce de relance dans les années 2000 qui n'a pas marché. Et puis, Métal Hurlant a été relancé en 2020, donc quasiment en même temps que mon podcast et que le MOOC Dune. Métal Hurlant a été relancé par les Humanoïdes Associés, donc une maison d'édition qui a publié notamment l'Incal, qui a toujours les droits de l'Incal. Et en fait, ils ont fait 8 numéros où ils alternaient le côté vintage, donc on publiait en trimestriel en librairie et dans des boutiques relais ou en kiosque, soit des numéros qui rendaient hommage au côté vintage de métal, soit des numéros qu'on appelle des numéros de création, où on faisait appel à la nouvelle génération d'auteurs de bande dessinée. Moi, on m'a contacté pour m'occuper du rédactionnel, ça veut dire de gérer un cahier d'une trentaine de pages pour mettre en avant, on va dire, des auteurs, alors, vraiment faire de la presse culturelle en fait. Mm. Donc, interview, portrait, enquête. Donc, moi, j'ai travaillé sur le numéro de l'Utopie qui sort fin novembre. Et donc, pour ce numéro-là, j'ai interviewé Kim Stanley Robinson qui parle des utopies. J'ai interviewé Romain Lucaso qui dit que l'utopie n'a aucun intérêt d'un point de vue littéraire. J'ai invité Phil Tippett, donc le créateur des effets spéciaux de Star Wars, à venir nous parler de ses effets spéciaux pour Mad God. Comme c'est l'utopie, j'ai proposé à Colin Serrault de parler de La Belle Verte. Il y a des recommandations de films, il y a des recommandations de livres. Donc voilà, donc l'idée, moi, est vraiment d'apporter et de faire venir des invités, de mettre en avant ce qui se fait d'un point de vue culturel, et aussi de mettre en avant des gens qui incarnent maintenant l'esprit métal hurlant. Mm. Et comment tu le définirais du coup, en quelques mots, si tu devais résumer ça, l'esprit Métal Hurlant, qu'est-ce que c'est? Et c'est rigolo parce que pour moi, métal hurlant, il y a un courant artistique. Il y a un côté punk, il y a un côté underground, il y a aussi un côté pop culture.
Il y a aussi être en avance et être là pour suivre les tendances, vraiment mettre en avant ce qu'il y a de plus intéressant, de plus original dans la culture actuelle. D'accord. Ça, c'est l'esprit métal hurlant. Et l'esprit de métal hurlant, c'est aussi surprendre. Donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant de faire venir des gens de tout âge et qui incarnent des choses. Là, dans le numéro 10 que je prépare, je vais vraiment développer la partie numérique. Donc on parlera de jeux vidéo, on parlera aussi de ce qui se passe sur YouTube, des podcasts. C'est hyper important d'être au contact du monde actuel d'un point de vue culturel. Donc d'essayer d'être le plus libre possible, tout en permettant aussi à des gens de s'exprimer qui ne s'expriment assez rarement dans les médias ou pas sur ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'on c'est ça le but de Metal. Alors après c'est facile, maintenant globalement on a des thématiques à chaque numéro. Donc pour 2024, on va avoir un numéro en février sur la mécanique du grain de sable, donc comment tout bascule. Le numéro ensuite est un numéro sur les océans. Puis après, on aura un spécial Lovecraft. Hmm. Et enfin, on fera un numéro sur les 50 ans de Métal Hurlant. Donc, qui sera un peu le numéro des héros et des guest stars, quoi. Donc, voilà, on travaille vraiment sur ça. C'est trimestriel. La revue fait 300 pages. Elle coûte une vingtaine d'euros. Et moi, je ne m'occupe que d'une trentaine de pages. Et je fais un petit peu d'édition maintenant où je coordonne éditorialement quelques copains qui ont accepté de venir faire une histoire dans Métal Hurlant. Ok. Super. Ça fait envie. Surtout, on n'a pas parlé de Lovecraft, malheureusement, mais c'est aussi Ouais, 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 bah, c'est une bon, grande de toute passion. façon, on pourra en parler. Je pense que quand le numéro sortira en septembre prochain, avec plaisir pour en parler. Mais ouais, ouais, j'affectionne Lovecraft, je trouve ça super. Donc, ouais, ouais, écoute, c'est intéressant parce que globalement, moi, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est d'être le plus cohérent éditorialement possible. Hmm. Euh, donc, bah, on peut tout relier, quoi. Le début au point pop à parler de la SF, puis après, le podcast c'est plus que de la SF, le MOOC Dune, ensuite Métal Hurlant, et puis bah, de la bande dessinée, Vertigéo. Moi, j'aimerais bien en 2025 refaire un nouveau MOOC, 5 ans après, Dune. Donc, je pense que je traiterai sûrement Blade Runner. Voilà, faire un truc un peu ultime sur Blade Runner. Mais voilà, il y a une envie quand même intellectuelle de réunir plein de gens, de parler d'un sujet. Et puis je trouve que le podcast est une belle fenêtre d'ouverture pour découvrir qu'est-ce qui se fait de bien en science-fiction actuellement. Surtout qu'il y a un côté un peu service public dans l'esprit où bah, finalement, voilà, le podcast est gratuit et ouvert à tout le monde. L'idée est vraiment de nourrir les gens et nourrir leur amour de la science-fiction en leur faisant écouter des personnes intéressantes, quoi. Hmm. Super. Écoute, c'est un excellent mot de la fin. Pour conclure sur une note plus légère, ce que je fais en général, c'est que j'ai quelques questions bonus qui sont Ouais. très rapides. Tu verras, il y en a pour 2 minutes et c'est beaucoup moins Vas-y. sérieux, tu vas voir tout de suite. Et donc j'attaque tout de suite. Alors j'ai pris des thématiques qui collent à tes univers. J'ai essayé d'être un peu dans des voilà, dans prospective, science-fiction, tout ça. Donc je te donne tout de suite ma première question bonus. Si tu pouvais voyager dans le temps, mais uniquement dans le futur, avec possibilité de retour, à quelle date tu te projetterais? À quelle période, on va dire, tu vois, à quelle échéance? Sachant que tu peux en choisir qu'une seule. Hmm, je dirais dans 500 ans, Ok. pour voir qu'est-ce qui s'est passé depuis 500 ans. Je trouve que c'est pas mal parce que je pense que tu es très dépaysé, mais as encore une vision de ce qui de ton siècle encore. Donc, quand on parle de il y a 500 ans de notre côté, c'est le 15e siècle. Bon, c'est la Renaissance. Mais quand même, ça nous paraît loin, mais en même temps, pas si loin que ça, quoi. Donc, je me dis, allez, un aller-retour dans 500 ans pour voir où est-ce qu'on en est et s'il faut pas vraiment s'inquiéter. Ok. Pas mal. Pas mal, très bien. Deuxième petite question. Si on trouve de l'ADN de dinosaures préservé grâce à un moustique emprisonné dans de l'ambre, je fais référence à aucune œuvre de fiction connue, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de recréer le T-Rex? Oui, oui, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, hein. Je pense, une des thématiques de Jurassic Park, c'est quand même de parler quand même de gens qui font du profit, entre guillemets, sur des dinosaures disparus et que tout part en freestyle. Non, non, oui, je pense qu'il faut le faire. Euh,
Ouais, ce serait, bah, c'est le rêve de gosse, Hmm. finalement, de voir les dinosaures apparaître. Donc oui, oui, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait, à nos risques et périls. Ok. La vie extraterrestre, t'y crois toi ou pas? Et si oui, est-ce qu'on a envie de la rencontrer? Alors, oui, j'y crois. Je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers. Euh, Après, j'y crois, je fantasme, j'en rêve. Moi, j'aimerais bien une fédération à la Star Trek. En tout cas, s'il y a déjà des aliens, bah, il faut pas que ce soit comme Christophe Colomb qui débarque en Amérique, quoi, ou les conquistadors qui arrivent, parce que je pense qu'on n'est pas du tout prêt. Et si on a une intelligence supérieure qui est bienveillante, je pense qu'elle doit mettre des panneaux interdits de rentrer pour les autres, pour voir si on est assez évolué pour arriver à ne pas s'autodétruire. Mais oui, je crois en... Je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers, c'est tellement vaste l'univers et la vie, elle est tellement incroyable que j'ose espérer qu'on soit pas seul et j'ose espérer qu'il existe une fédération galactique comme dans Star Trek. Ce serait le top. Sinon, s'il n'y a pas d'extraterrestres et si on est tout seul, bah on est mal barré, mais bon, on arrivera tôt ou tard à sortir un peu plus de notre système solaire, hein. Je ne sais pas dans combien de temps, je sais pas dans combien de siècles, et avec quelle technologie. Mais oui, le fan de SF rêverait qu'il y ait des aliens. Hmm. Après, s'ils débarquent, je pense qu'on n'est pas prêt. Et je pense que ça remettrait beaucoup de choses en question. Mais en tout cas, je recommande pour cette thématique-là Mhm. la série Renaissance, excellente série de bande dessinée de science-fiction, où le concept, c'est que c'est des aliens qui, en voyant qu'on détruit notre planète, arrivent de force pour nous obliger à changer. Et donc, tu as l'espèce de l'ONU intergalactique qui débarque et en fait, qui arrête tous les conflits sur Terre et qui oblige les humains à changer par la force. Et du coup, commence à avoir des attentats, commence à avoir un truc de la Terre aux terriens, quoi. Et c'est une super série parce que je trouve le concept hyper intéressant d'aliens qui viennent nous sauver parce qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. Hmm. Effectivement. Renaissance, très bien. Et en plus, t'as fait un peu, avec cette thématique, t'as fait un peu la transition à ma place, parce que pour finir, ma dernière question bonus, c'est est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient à des factions en conflit de résoudre leurs litiges? Alors, bah, ça tombe bien, moi je suis bouddhiste depuis bientôt, bientôt 20 ans. Ok. Donc je pratique le bouddhisme, euh, donc un bouddhisme japonais. Ce bouddhisme-là, comme globalement pratiquement tous les bouddhismes, parlent de paix. Enfin, c'est ce qu'a essayé de faire hein, le Siddhartha, voilà, qui avant tout le monde et avant les grandes religions monothéistes parlait d'égalité entre les castes et parlait en tout cas à essayer de créer quelque chose de différent. Je pense, bah, c'est marrant, l'actualité va me rattraper, mais donc moi, voilà, je suis bouddhiste depuis 20 ans. La paix dans le monde, c'est quelque chose qui est importante. Et en même temps, j'ai fait un voyage de presse un jour à l'école de journalisme. On s'est retrouvé à Jérusalem et en Israël. Donc j'ai fait 10 jours là-bas. Et je pense que c'est vraiment dans ce pays où j'ai jamais été autant aussi confronté à mes valeurs de pacifiste. Et je me suis dit, waouh, là, tu rentres dans quelque chose de très très complexe. Et vraiment, ça a été un voyage hyper important pour moi d'aller là-bas parce que j'ai vraiment été confronté à ma vision du monde. De me dire, t'es bouddhiste, tu veux la paix ça passe par le dialogue, mais bah, bon courage quand il y a des haines qui sont là depuis des dizaines d'années, quoi. Et du coup, moi, je pense que pour éviter tout conflit, ça passe par le dialogue. Ça passe par écouter l'autre et dialoguer avec l'autre. Encore faut-il que les espaces de dialogue soient créés. Mais moi, je pense que si on veut une société meilleure et plus en paix, il faut dialoguer. Tout commence par le dialogue, hein, de toute façon, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie personnelle ou donc privée, dans sa vie professionnelle. Il faut dialoguer avec les gens si on veut avancer. Or, on est dans une société, et notamment avec les réseaux sociaux qui nous permettent de créer des bulles où tout le monde pense pareil, où on ne peut plus entendre le dialogue. Moi, ça ne me dérange pas d'inviter des gens qui pensent pas du tout comme moi idéologiquement. On peut ne pas être d'accord, on a le droit de pas être d'accord et on peut dialoguer aussi. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'on est face à des gens qui refusent de dialoguer.
ce qui est très compliqué. Donc je crois vraiment que si on veut diminuer les conflits, il faut créer du dialogue et il faut savoir écouter les autres. Et après, il faut qu'on arrive ou qu'on tende de maîtriser notre cupidité intrinsèque et de vouloir consommer à tout prix et de vouloir s'accaparer à tout prix la richesse de son voisin. Moi, je pense qu'on peut vraiment arriver à très bien vivre en étant au même niveau sans tomber dans quelque chose de dystopique. Ce qui est hyper intéressant, on n'en a pas trop parlé, mais la question de l'utopie, elle est majeure en science-fiction. Et souvent, les utopies sont des dystopies pour les uns ou pour les autres. Mm. Mais d'arriver à un monde où chacun est vraiment égaux et peut s'exprimer, c'est compliqué, hein, déjà. Mais je pense que ça commence avec son entourage et ses voisins, hein, Mhm. ou sa famille, hein. La paix commence, entre guillemets, déjà chez soi, dans son foyer, dans son quotidien. Mais c'est vrai que, ouais, moi je pense que ça passe avant tout par le dialogue. Et il faut être optimiste parce que les gens sont pas forcément. Enfin, c'est facile de se dire que les gens changent plus ou changent pas. Sauf que humainement, on change souvent après de grands traumas. Euh, Moi, ça a été la perte d'un parent, que j'ai décidé de passer à l'action dans ma vie, de plus être spectateur de ma vie quand ma mère est décédée, par exemple. Et ça a été une espèce d'immense claque où je me suis dit, la vie est trop courte, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et depuis, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu courir après le temps, les projets, parce qu'il y a cette espèce de prise de conscience que, waouh, la vie est courte et qu'est-ce qu'on veut faire? Et je pense que le décès de ma maman a été un moment hyper important pour moi pour changer un truc profond et sortir de mon inertie profonde. Donc je pense que l'être humain a la capacité de changer, mais pour ça, il faut qu'il vive, il faut que soit il rencontre des gens exceptionnels qui vont le faire changer, soit qui veulent aussi changer, parce il faut aussi se remettre en question pour changer, ou soit qui traversent des choses très difficiles. Les difficultés dans la vie sont pas des fins, mais je pense sont des moyens personnels pour être quelqu'un de meilleur. Euh, Moi, je crois que ça passe vraiment par ça. Donc, mais à un moment donné, il faut arriver à sortir de ce cycle de souffrance qu'on crée avec la guerre, qu'on crée avec ça, quoi. Donc, non, moi, c'est pour ça que je suis pas du tout pessimiste face à l'avenir. Je me dis, tout est un formidable moyen pour transformer sa vie. Donc, voilà. Après, c'est parce que j'ai une spiritualité, ce qui me permet oui, de penser à autre chose, quoi, et d'être optimiste. Mais c'est vrai que je me mets à la place de gens qui pensent qu'il y a le néant ou qu'il n'y a rien après. C'est dur. Je comprends que ce soit dur. Donc voilà, mais vraiment après chacun ses croyances, hein, évidemment. Mais pour revenir à ta question, c'est le dialogue. Sans dialogue, ça va être compliqué. Très bien. Je suis assez d'accord. Mais excellent mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Lloyd, pour ce temps que tu m'as accordé. Merci à toi, Noé, hein, et puis bravo pour la chaîne. Je te remercie. Moi, je regarde, hein, j'essaye de prendre le temps aussi de regarder. Je regarde pas tout, mais je regarde. Et je trouve que c'est vraiment qualitatif. Bah, c'est pour ça que c'est dans mes abonnés. Je me suis abonné à ça. Et ouais, continue, hein, c'est top aussi hein, de proposer, de proposer de l'intelligence à travers YouTube et de proposer aux gens de s'évader ou de développer leur esprit de recherche. C'est précieux. Donc, lâche pas, ouais. Merci beaucoup, Lloyd. À la prochaine. Ouais, à bientôt. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.